Thank you very much, and I really appreciated the discussion of the changing vocabulary of diaspora. I think that was a fascinating point. Well, we have, according to the program, 15 minutes, so I will be looking out for those who would wish to participate with questions or comments. Yes, Victorio. Merci beaucoup pour votre leçon. C'était très intéressant et je suis convaincu que vous avez décrit très bien la différence entre la migration dans le passé et aujourd'hui. Mais j'ai une question. Je pense à l'immigration allemande en Russie dans le siècle XVIIIe et XIXe. Comme vous savez, les villes allemandes maintenaient leur langue, ils maintenaient leur religion. Et ça signifie que, bien qu'ils ne pouvaient pas retourner en Allemagne, la culture allemande continuait à rester très importante, bien qu'ils étaient des Russes maintenant. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y avait aussi dans le passé, quand il n'y avait pas les formes de communication et de voyage que nous avons aujourd'hui, la possibilité de préserver la propre culture en vivant comme étrangers? Merci de votre question. Ce que vous dites est absolument certain. D'ailleurs, nos habits québécois ont conservé, en raison de leur forte fécondité, notamment la langue française au Canada. Simplement, le résultat, c'est comme ces immigrants ne conservaient plus de lien avec leur pays d'origine, ils ont connu des évolutions différenciées. Je prends l'exemple du Canada, après je parlerai du cas du Québec et après celui des Allemands. Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand vous regardez certains feuilletons sur TV5 Monde, des feuilletons québécois, donc les acteurs parlent en québécois, mais c'est donc en français québécois, pardon, langue française québécoise, mais c'est sous-titré en français de France. Et de la même façon, pour les Allemands dont vous parlez, puisque vous savez qu'un certain nombre d'entre eux sont revenus en Allemagne après la chute du rideau de fer, donc en vertu de la loi fondamentale de 1949, qui équivaut à la constitution allemande, les personnes de souche allemande qui habitaient dans l'ex-URSS avaient le droit de revenir en Allemagne. Donc un certain nombre sont revenus, mais elles ont eu des difficultés assez fortes d'intégration parce que l'allemand avait évolué différemment entre cet allemand, enfin ces personnes de souche allemande vivant en ex-URSS et les Allemands d'Allemagne. Et j'ai été professeur à l'école de guerre en France, et je demandais aux officiers de l'armée allemande quelle est la principale difficulté dans l'armée allemande. Et ils me répondaient, ce sont les Russes. Mais quand ils parlaient des Russes, c'était en fait les Allemands d'origine russe. C'était l'intégration des Allemands d'origine russe dans l'armée allemande. Donc, malgré tout, si vous voulez, même s'il y a préservation d'un certain nombre d'éléments culturels, il y a quand même des changements qui opèrent et qui peuvent parfois être importants. Par exemple, il est très amusant de constater que les protestants français qui sont allés aux États-Unis sont devenus anglicans. Voilà. Donc, c'est quand même un changement de nature complet dans notre système de migration internationale. Okay, Paulo Cortázar. Thank you so much, Gérard-François. It's fascinating. And I wonder about this question of diasporization. I don't know if one can make up the word in English too, that coin it, but you've presented it primarily as a function of the changing dynamics of the possibilities of travel, communications, and the maintenance of cultural links. At the same time, though, it seems to me that we've undergone over the last century a change in attitudes within the receiving world about the value of different cultures. And that aside from the desire to maintain links, also in the receiving culture, there's a greater capacity to appreciate diversity and less of a sort of hegemonic imposition of a dominant culture.
right? Even just in the United States, where, you know, Catholic immigrants from Southern Europe were, you know, encouraged to try to Protestantize their culture. The whole system of public schools in the United States, for example, owes its origins to that. In part because the dominant culture looked down on that of the recently arrived ones and regarded it as in some senses inferior, less capable of sustaining democracy, et cetera. So the question is, where do you think this fits in? This what I regard as a positive capacity also to appreciate the integrity and value of distinctive cultures. And how does that also contribute to this phenomenon of diasporization? Merci de cette question. J'espère l'avoir bien compris. En fait, on a toujours un double processus. C'est-à-dire que d'une part, nous avons les immigrants qui voient un certain nombre de leurs caractéristiques culturelles se trouver modifiées par le fait qu'ils n'habitent plus le même pays que leur pays d'origine. Alors ça peut être tout simplement au niveau des pratiques linguistiques, ça peut être au niveau des pratiques maritales, c'est-à-dire que par exemple, le Sénégal a toujours un droit de la famille qui permet de la polygamie. Il y a encore une grande pratique de polygamie au Sénégal. Par contre, les Français d'origine sénégalaise ne pratiquent plus la polygamie. Donc l'immigrant, il est changé, et on le voit aussi à travers les indicateurs démographiques, mais je passe. Mais en même temps, l'immigrant, il vient forcément apporter d'autres éléments culturels dans le pays dans lequel il s'installe, et donc il apporte des modifications, là aussi en matière linguistique, en matière religieuse, en matière culturelle. Donc on a un double processus qui se fait, c'est-à-dire une évolution culturelle de la société d'accueil en raison de la présence d'immigrants, et en même temps des immigrants dont certaines des caractéristiques culturelles se trouvent modifiées en raison des caractéristiques culturelles du pays dans lequel elles s'installent. Je tiens juste à préciser pour terminer que même si ce que je viens de dire concerne l'émigration internationale, ça concerne aussi l'émigration interne. C'est-à-dire que, effectivement, si je considère un Sicilien qui vient travailler en Lombardie, va y avoir ce double processus aussi, où à la fois ces traits culturels vont être un peu modifiés par son nouveau lieu d'accueil, et il va aussi modifier un peu les traits culturels de la Lombardie. Marcelo. Une question. Ça, c'est un très beau principe. Mais comment est-ce que s'explique la réaction de la troisième génération des personnes qui viennent des colonies à Paris, à France, et il n'a pas une assimilation. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Oui, merci Monseigneur de cette question. Effectivement, quand il faut parler d'immigrants, il faudrait dire immigrants et descendants d'immigrants. Puisque le problème peut se poser effectivement également pour les descendants d'immigrants. Si la société d'accueil n'a pas mis en place des éléments d'intégration suffisants, il y a le risque que les descendants d'immigrants ne parviennent pas à s'identifier suffisamment dans le pays où ils sont nés, et donc soient à la recherche de quelque chose d'autre. Et cette recherche de quelque chose d'autre peut les conduire à avoir des attitudes comme celles que vous évoquez, c'est-à-dire à considérer que d'autres idéologies existant sur Terre sont préférables à celles de leur pays d'origine. Et c'est le changement d'ailleurs fondamental qui est intervenu à travers les problèmes terroristes de ces dernières années, parce que finalement le 11 septembre, et au regard d'aujourd'hui, est un cas singulier,
puisque le 11 septembre, ce sont des attentats terroristes commis aux États-Unis par des personnes de nationalité non américaine, donc non nées aux États-Unis, donc 15 sur 19 qui étaient en fait des Saoudiens. Ce que l'on voit depuis dans tous les nouveaux attentats terroristes, c'est que ce sont des nationaux nés dans le pays qui connaissent. Donc ça, c'est en fait un révélateur de politiques d'intégration qui n'ont pas réussi. Et ça, ce sont à mon sens, si vous voulez, ce sont les pays qui sont fautifs en la matière, notamment en raison de leur système éducatif ou bien de ségrégation de fait qui ont été mis en place, comme par exemple en matière urbanistique. Mais je ne veux pas être trop long dans ma réponse. Rocco and then Roland. Merci. Vraiment une présentation fascinante. Je vais poser la même question d'une autre façon, ou peut-être je vais poser la question contraire. Parce qu'il y a l'immigrante réelle et l'objet immigrant. Mais il y a aussi l'immigrante imaginaire, c'est-à-dire l'immigrant comme il est perçu par la population locale. Je pense à Jean-Paul Sartre et à Frantz Fanon. Il y a un Frantz Fanon réel et il y a un Frantz Fanon imaginaire produit par Jean-Paul Sartre avec la projection sur le Frantz Fanon réel de la haine de Jean-Paul Sartre pour sa culture propre. Nous avons eu une vision de l'autre, de l'africaine, comme la libération des instincts qui sont comprimés dans la tradition chrétienne occidentale. Et cela a nous donné une certaine image, au commencement favorable image. Il est plus libre que nous, parce qu'il n'a pas notre type de moralité. Mais depuis, dans l'imaginaire, nous avons eu un renversement du jugement, et il est devenu exactement parce qu'il n'est pas comme nous, parce que la différence a été exagérée dans le sens de faire de l'immigrant l'incorporation de la libération de notre culture. Il est devenu l'objet de la haine, de la préoccupation, parce que nous avons peur de cet objet que nous avons créé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les mécanismes ou sur les reflets que nous pouvons trouver dans les dates matérielles objectives de ce procès de construction de l'objet imaginaire immigration? Merci de votre question. Vous avez tout à fait raison de dire que tout ça relève d'éléments immatériels où la part de la symbolique ou de l'imaginaire est tout à fait essentielle. Moi, je donnais des conférences au Sénégal il y a quelques semaines. Je suis allé visiter l'île de Gorée, dont tout le monde considère que c'était un haut lieu de départ des esclaves africains vers notamment les Antilles. Dans la réalité, c'est faux. C'est-à-dire que oui, il y en a eu, mais il y en a eu en fait très très peu qui sont partis d'ailleurs. Mais donc l'imaginaire, il est tout à fait essentiel, mais cet imaginaire, il est quand même toujours fondé sur des éléments objectifs. C'est-à-dire, là vous évoquez notamment l'histoire de l'esclavage, mais au-delà de l'histoire de l'esclavage, il faut toujours rappeler qu'il y a eu aussi la politique des métropoles qui ont empêché les terres esclavagistes d'avoir des négociations commerciales avec d'autres territoires que les métropoles. Donc, en fait, ce sont des territoires, vous avez peut-être vu qu'en France, on a eu beaucoup de manifestations sur la Guyane ces dernières semaines, ce sont des territoires qui ont continué d'être opprimés après la fin de l'esclavage. Donc, c'est quand même pas un imaginaire qui est totalement créé, puisqu'il est fondé sur une histoire. La difficulté, comme toujours, c'est d'arriver à dépasser cette histoire pour faire de la concorde sociale. Bon. Si vous prenez, par exemple, le problème de l'imaginaire des immigrants algériens en France, je n'ai pas besoin de vous la décrire, vous savez ce que c'est aujourd'hui. Et
cet imaginaire, il ne pourra jamais changer s'il n'y a pas un effort pour le modifier. Alors moi, en général, face à ce problème, qui est en fait d'une animosité qui risque d'être éternelle, je n'ai trouvé pour le moment qu'une proposition de réponse. C'est celle qui est contenue dans l'édit de Nantes, imposé en fait par Henri IV entre les protestants et les catholiques en France. Je rappelle pour nos amis qu'en France, nous avons eu 8 guerres de religion. J'ai bien dit 8 guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Qu'est-ce que dit l'édit de Nantes? Pour que nous arrivions à une paix religieuse, il n'y a qu'une solution. Il faut que les catholiques s'engagent à ne pas continuer à rappeler toutes les violences exercées par les protestants contre les catholiques et que les protestants s'engagent à ne pas rappeler toutes les violences qui ont été commises par les catholiques sur les protestants. Donc il faut accepter de mettre entre parenthèses tous les éléments qui peuvent justifier une haine éternelle pour arriver à rétablir la concorde sociale sur un territoire. Donc en fait, il s'agit bien de modifier volontairement l'imaginaire, parce que sinon l'imaginaire est inévitablement une source de discorde sociale, parce que dans une société donnée, vous avez toujours des personnes qui ont à se plaindre de ce qu'elles ont subi ou de ce qu'ont subi leurs ancêtres vis-à-vis d'elles. Je vais terminer par un seul exemple. Le gouvernement algérien, donc depuis 1962, explique que la France a une responsabilité éternelle dans le fait qu'elle ait colonisé l'Algérie. Bon. Mais le gouvernement algérien ne dit pas que les Arabes ont une responsabilité éternelle d'avoir colonisé l'Algérie, puisqu'il y avait 0 Arabe en Algérie au 7e siècle, que des Berbères, et en fait, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une colonisation qui a réussi, celle des Arabes contre les Berbères. Seulement, du coup, cet imaginaire n'existe pas, puisqu'il n'est jamais rappelé. Okay, well, we have, I'm going to have one final question from Bishop Roland Minerath, and then actually the timekeeping is actually incorrect according to my program, so we're going to need to call a halt to this briefly. Je voulais juste rappeler que le facteur religieux est évidemment très important pour la question de l'intégration. Pour le cas de la France, par exemple, nous avons connu des vagues d'immigration de Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais. Ils étaient tous catholiques. Le premier élément d'intégration, c'était la paroisse. Ils ont les mêmes mœurs. Le seul problème, c'était d'apprendre la langue. Et ça se fait très vite. La deuxième génération, elle est intégrée. Le problème est venu avec les populations maghrébines et autres d'origine musulmane, qui ont une autre structure, une autre vision. Et la première génération était désireuse de s'intégrer. Et ils ont mis entre parenthèses le facteur culturel. Mais la deuxième et la troisième génération s'est posé la question de l'identité. Qu'est-ce que je suis? Et c'est dans cette génération que nous trouvons des phénomènes de radicalisation. Et donc, c'est là le vrai problème. If I could intervene here briefly, it seems to me that this is an excellent segue to our next paper on religious and cultural diversity. So do you have anything final to say, Professor Dumont, before we move on? Oui, Monseigneur, je voulais simplement rappeler ce qui se passe dans l'armée française, c'est-à-dire que les Français d'origine maghrébine étaient très heureux dans l'armée française. Et le jour où les gouvernements français ont décidé qu'il y aurait des imams dans l'armée, les Français d'origine maghrébine étaient absolument contre. Parce qu'ils disaient, enfin, on a été libérés d'imams qui nous imposaient, et on va nous les réimposer d'en haut.
Et donc, il y a une différence effectivement majeure entre, en gros, les vieux militaires d'origine maghrébine qui ne voulaient pas entendre parler des imams, et puis les nouveaux, qui, dans le cas de l'islamisation, d'ailleurs, vous avez vu ce qui vient d'être voté en Allemagne, ce qui est quand même une très grande surprise, voilà, sont dans un esprit qui est totalement différent.